Chers téléspectateurs, amis de la télévision nationale la RTG, vous êtes dans votre émission Diasporama. Diasporama est une émission qui va à la rencontre des Guinéens vivant à l'étranger pour savoir ce qu'ils font, leur vécu quotidien. Aujourd'hui, nous sommes à Connecticut, c'est aux États-Unis d'Amérique. Nous venons ici à la rencontre des Guinéens. Ils sont plus de 600 Guinéens qui vivent dans cette partie des États-Unis d'Amérique. Allons à la rencontre de nos compatriotes. Chers téléspectateurs, comme nous l'avons dit tantôt, nous sommes à Connecticut. Ici, nous venons à la rencontre de l'Union des Guinéens de Connecticut, une association qui regroupe plus de 600 Guinéens qui y vivent dans cette partie des États-Unis d'Amérique. Ils sont dans plusieurs domaines d'intervention. Aujourd'hui, nous sommes avec le président de cette union. Vous êtes là depuis combien d'années? Moi, présentement, je suis là depuis 20 ans, au mois de juillet dernier, parce que je suis arrivé en 2003. En province de Conakry après l'université. Je suis de la 41e promotion de l'université Gamal, département droit. Et je suis arrivé ici dans le cadre des études. Et Dieu merci, une fois ici, j'ai essayé de faire beaucoup de choses. Et ensuite, je me suis marié en 2005. Mon épouse est venue. Aujourd'hui, Dieu merci, nous vivons ici dans l'harmonie et j'ai 2 filles. Parlez-nous un peu de l'association, comment ça s'organise un peu, cette organisation. Oui, l'Union des Guinéens de Connecticut, c'est une ancienne association, puisque justement, il y a 20 ans de cela, nos aînés, c'est-à-dire nos papas, notamment le doyen, le premier président de la communauté, M. Djiba Kane, ce sont eux qui ont été des initiateurs de cette association, avec y compris mon père d'ailleurs, M. Nmouké Sissé, dont je rends hommage aujourd'hui, parce que c'est lui qui m'a fait venir ici dans ce pays, avec ma maman. Et ensuite, quand nous sommes arrivés, il n'y avait pas du tout d'association. Alors, et ils ont pensé ainsi qu'il ne fallait pas vivre sans une association. Alors, ils ont jugé nécessaire de mettre en place. À l'époque, on était très jeunes. On était venus, on avait le vent en poupe, on était juste là, aller jouer au football, et ainsi de suite. Donc, on ne s'intéressait même pas à la communauté. Alors, un jour, on nous a fait savoir, ils ont dit, ah, écoutez, mes enfants, intéressez-vous à la communauté. Puisque un jour, vous serez à notre place. Alors ça se fait depuis 20 ans de cela. Alors quand j'imagine cette parole qui m'a été dite depuis 2004-2005, aujourd'hui je me vois à la tête de cette communauté en tant que président, je me dis hélas, mes parents avaient raison. Parce que tout simplement on s'est intéressé à la communauté. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes là aujourd'hui et ils sont devenus des doyens. Nous sommes devenus maintenant aujourd'hui des autorités de cette communauté. Et comment ça se fait pour mettre la main sur ces centaines de Guinéens éparpillés? Vous savez, c'est un peu difficile, chacun va au boulot, c'est compliqué. Comment ça se fait? Comment vous vous organisez? Alors, nous avions mis en place un moyen de une plateforme. Nous avions un groupe WhatsApp où on communique, où nous avons près de 400 Guinéens enregistrés sur la page. Et à chaque fois qu'il y a un événement, que ce soit malheureux ou heureux, dès qu'on donne l'information, parce que j'ai un bureau, dès que la communication passe l'information, automatiquement à la minute, tout le monde est informé. Nous avions aussi un numéro vert où toute personne qui a désiré de nous apporter des informations concernant un compatriote qui a un problème, par exemple, si quelqu'un m'appelle sur mon numéro, il n'arrive pas à m'avoir et qu'il arrive à appeler mon vice-président qui n'arrive pas à l'avoir, dès qu'ils appellent ce numéro vert, automatiquement quelqu'un est là pour répondre à ce numéro. Automatiquement on est là, on sait ce qui se passe à la minute. Voilà. Parlez-nous un peu des activités dans lesquelles les Guinéens sont ici. Quel travail les gens font pour la plupart? Bon, souvent la majeure partie de nos compatriotes sont dans le domaine industriel. C'est-à-dire l'industrie, on appelle ça la manufacture en anglais. Alors il y a d'autres... Donc ça veut dire que c'est une zone de production? Tout à fait, tout à fait. Une zone de production surtout. Et ensuite il y a aussi, c'est une zone aussi où nos compatriotes, surtout les dames, qui s'occupent vraiment avec, comme on appelle ça, nursing, c'est-à-dire dans le cadre médical, où tout le monde, il y a des gens qui vont entretenir donc des vieilles personnes. Les personnes du 3e âge. Tout à fait. Et encore, il y a d'autres dames aussi, nos mamans, nos sœurs, qui aussi qui ont des salons de coiffure. Alors il y a beaucoup de nos compatriotes aujourd'hui qui s'épanouissent dans ça. Ils sont dans les salons de coiffure. D'autres ont commencé à travailler avec d'autres personnes, des Sénégalaises. Aujourd'hui, ils ont eu les moyens, ils ont ouvert leur propre salon de coiffure. C'est une dizaine de salons de coiffure des Guinéennes. Ici, c'est de nos épouses, nos mamans. Donc franchement, et au-delà de ça aussi, il y a beaucoup de nos frères aussi qui conduisent les taxis. Non seulement les taxis, aujourd'hui, c'est transformé dans le cadre de Uber, on appelle ça Uber, les taxis en ligne. Et alors, ça les permet aujourd'hui donc de s'en sortir. Donc il y a des gens qui font 2 boulots, 3 boulots, ça dépend de ce que vous voulez. En principe, donc, en tout cas ici,
travaillent, là c'est dans le cadre industriel où les effectivement travaillent. Chers téléspectateurs, vous êtes toujours dans votre émission Diasporama. Diasporama, c'est une émission qui va à la rencontre des Guinéens de l'étranger pour parler de leur vécu quotidien. Aujourd'hui, nous sommes à Connecticut, ici aux États-Unis d'Amérique. Comment ça se fait et votre connexion avec d'autres associations de Guinéens vivant dans d'autres États ici? Ça c'est la collaboration. Souvent, nous sommes très proches des États, notamment New York. New York, c'est notre voisin direct. Et souvent, nous avons une bonne collaboration. D'ailleurs, le président élu de New York, on a été élu au même moment, mon ami et frère Elijah Adama. Donc du coup, il y a une franche collaboration entre nous. Si c'est du côté du sud, avec Massachusetts, par exemple, le président, le doyen Abbas Dieng, lui, on se connaît très bien. Et il y a une franche collaboration entre nous. Et alors, dès qu'il y a un événement à New York, nous sommes associés. Et aussi, ce qui est important surtout, c'est le rôle de l'ambassade qui joue aujourd'hui. L'ambassade joue un rôle capital entre les États, surtout les trois États, à savoir New York, New Jersey et Connecticut. Parce que les trois States aujourd'hui, là, nous sommes presque sous le label donc, de l'ambassade de Guinée auprès des Nations Unies. Donc alors, tout ce qui se passe là-bas aujourd'hui aux Nations Unies, à l'ambassade, nous sommes informés à la minute. Donc du coup, la collaboration entre nos États, que ce soit New York, Connecticut et New Jersey, c'est une collaboration très franche. Aujourd'hui, on se connaît et tout ce qui se passe là-bas à New York, quand on est convié, on est présent. Et tout ce qui se passe ici à Connecticut, quand on est convié, quand on les convie, ils arrivent. Tout récemment, nous étions en New Jersey la semaine dernière, vous avez été là aussi. On a vu, on a été conviés, on est venu massivement pour représenter la communauté guinéenne de Connecticut. Donc la collaboration se passe très bien entre nous, que ce soit entre les voisins, mais aussi les États, tous les États des États-Unis. Donc, vous savez, vivre à l'étranger, ce n'est pas du tout facile. Il y a des Guinéens qui peuvent se retrouver dans des conditions difficiles, ils peuvent être confrontés à des difficultés. Comment vous faites pour aider ces gens? Et exemple, il y a des gens qui peuvent avoir la mort, ils peuvent mourir ici, tout cela. Et on veut rapatrier le corps en Guinée, tout. Comment ça se passe, ces choses-là? Chez Camara, c'est une chose qui m'a beaucoup marqué, parce que quand nous avions pris fonction en 2021, je vous dis, 2021 maintenant, j'ai eu 3 décès dans ma communauté. La première fois, il n'y avait pas d'expérience, mais on a pu gérer. La deuxième fois, je vous dis une chose, que ce qu'on a pu faire, on a même mis dans notre règlement intérieur, je l'ai ici sous la main, nous avons le statut règlement intérieur avec nous ici, donc ça c'est pour ça, c'est nous là, tout est déjà là, c'est ficelé. Toute la communauté, tout le monde de la communauté, tout le monde a ça. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce bylaw, c'est-à-dire dans ce règlement intérieur, c'est dit, quand on a un décès dans la communauté ici à Connecticut, tous ceux qui ont l'âge de 22 ans, vous payez $100. Vous payez $100 et le bureau contribue, assiste la famille mortière. Si la famille décide de rapatrier le corps au pays, il y a un montant qui est alloué à la famille. Je peux dire le montant c'est $6 000. Nous donnons les $6 000 parce qu'on a essayé donc de connaître les informations. C'est-à-dire on s'est dit rapatrier un corps de New York en Afrique, c'est aux environs de 5 000 à 4 000 et quelques dollars. Donc on donne $6 000 à la famille. Maintenant si la famille décide d'enterrer le corps ici, qu'est-ce qu'on fait? Nous allons prendre en charge, c'est-à-dire nous assistons, nous venons au niveau donc, du funeral room et on négocie. Par exemple, les 3 décès passés dans la communauté, quand on lance l'appel, dès que je sors, je lance l'appel, connaissant que tout le monde sait que le montant exigé c'est $100 par personne, à l'âge de 22 ans, parce que 22 ans déjà on sait que c'est le l'âge maximum des gens. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je vous dis, en moins de 24 heures, on a pu amasser la somme de $13 000. Alors, qu'est-ce qui est dit dans nos statuts de règlement intérieur? La somme de $6 000 est allouée à la famille mortière et le reste est reversé dans le compte de la communauté pour les éventualités. Puisqu'on ne sait jamais. Il peut y avoir quelquefois, dans un mois, que Dieu nous engage, on peut avoir 2 décès. Alors, est-ce qu'on peut demander encore à la communauté de payer $200 au même moment? Donc, c'est pourquoi, quand il y a des événements comme ça et que ça arrive, c'est des événements malheureux, quand ça arrive, dès qu'on arrive à amasser un montant conséquent et qu'on déborde les $6 000 concernant soit rapatrier le corps en Afrique ou bien enterrer le corps ici, automatiquement le reste est reversé dans le compte de la communauté pour les éventualités. Et cette question nous amène à une autre question. Cette fois-ci, quelles sont vos sources de revenus?
parce que vous avez touché un peu à la main et peut-être qu'il y a d'autres sources de revenus. Oui, bien sûr, les sources de revenus sont très, très simples aussi. Quand nous avons pris fonction, qu'est-ce qu'on a dit, mon bureau et moi, nous avons mis en place un système de carte de membres. Parce qu'on s'est dit qu'il faut nous identifier. Parce qu'on ne peut pas rester ici sans être identifié. Parce qu'il y a tellement d'Africains ici, les Togolais sont confondus aux Guinéens, vous comprenez? Donc tous ceux qui ont leur nom sur notre base de données, on essaie de les obliger à payer la somme de $40 comme carte de membre. Et ça c'est annuel ou... C'est annuel, dès que vous prenez la carte, c'est durant le mandat de 3 ans. C'est pas chaque année que vous allez payer, mais vous payez la carte une seule fois, $40 pour les 3 ans de mandat du président en cours. Parce que tout simplement, qu'est-ce qu'on veut éviter? Pendant les élections, c'est avec cette carte-là que ça nous sert de carte d'électeur en un mot pour pouvoir voter dans la communauté. Parce qu'on s'est rendu compte que d'autres pays utilisaient des Togolais, mais on se connaît ici dans la communauté. Chacun parle français, donc du coup, donc ceux qui donnent les cartes, vous venez de payer les cartes des membres, ça nous permet au moins de garder quelques sommes d'argent dans la caisse. Ensuite, nous organisons aussi des événements culturels, c'est-à-dire des barbecues, on va dans les plages. On organise des fêtes, les soirées dansantes, le 24 décembre, le 31 décembre. On organise et l'argent amassé dans ces cadres. Des matchs de football? Des matchs de football, justement. Surtout la marché dans ces cadres-là, puis on met dans la caisse de la communauté. Voilà, tout à fait. Et d'autres activités aussi, comme tout à l'heure, je crois qu'on va en venir là-dessus. Mais dans le cadre même du sport, on fait beaucoup, que ce soit les baskets et puis le football. Oui, allez-y, parlez-nous d'autres activités. Voilà, et je vous dis, le tournoi interstate de football, ça fait presque 18 ans qu'on fait ce tournoi-là ici aux États-Unis. Interstate. Alors, dans ce cadre-là, Connecticut a toujours participé à ce tournoi. Dieu nous a donné la chance, on a eu 3 fois la coupe. L'avant-dernière coupe, l'année surpassée, nous avons eu la coupe en New Jersey. Alors c'était notre 3e trophée. L'année passée, on est sorti en demi-finale à Washington, battu par Ohio. Donc aujourd'hui, dans ce cadre-là, par exemple, à cette fédération, les jeunes sont motivés. Parce que ici, dans le cadre du sport, que ce soit le tennis, le basket ou bien le football, quand vous vous adonnez à cela, M. Kamara, je vous assure, on vous donne des grants, il y a des fonds alloués. Moi, j'encourage nos compatriotes, nos frères ici. Les enfants ont du talent. Il faut aller monnaie de talent ici. Ici, aux États-Unis, c'est un pays d'opportunité. Donc aujourd'hui, que ce soit les plans éducationnels, le rêve américain. Donc, il faut les encourager sur tout ça. Parce que nos enfants aujourd'hui, si on ne leur donne pas cette éducation-là, on ne pourra rien leur donner. Il faut les montrer le chemin d'où nous venons, qui est la Guinée. La Guinée, c'est un beau pays. Donc quand nous venons ici, nous avons eu la chance d'avoir des enfants là, il faut qu'on les encourage afin d'étudier et puis aller connaître d'où nous venons. Vous êtes ici à Connecticut, aux États-Unis d'Amérique. Et en Guinée, qu'est-ce que vous faites en termes d'activité? Personnellement, nous avions des compatriotes. Par exemple, j'ai les membres de mon bureau, par exemple, qui excellent dans cette activité-là. Il y a d'autres qui font la culture, c'est-à-dire ils cultivent aujourd'hui, donc, que ce soit l'acajou, ils ont des plantations aujourd'hui en Guinée, ils ont des champs. Donc aujourd'hui, nous avons beaucoup de compatriotes aujourd'hui qui excellent dans ce cadre-là. Mais nous, personnellement, en tant que bureau ou communauté, on est en train d'encourager nos compatriotes. Parce qu'aujourd'hui, même l'ambassade nous a même fait savoir de faire une base de données. Parce qu'il y a des compétences. Il y a des ingénieurs parmi nous, il y a des grands juristes. Il faut faciliter le transfert de compétences. Tout à fait. Ici, c'est un pays développé, nous sommes un pays en voie de développement, donc il faut faciliter le transfert de compétences. Voilà, celui qui est ici dans une manufacture, il peut faire la même chose en Guinée. Tout à fait. Donc aujourd'hui, on nous a fait savoir, l'ambassade nous a demandé ce travail. J'ai même reçu un courrier en tant que président de l'ambassade la semaine dernière, où on demande non seulement de nous donner la liste, le recensement des Guinéens d'ici, et ensuite on nous a demandé de faire une base de données, de classifier nos compétences. Et qui fait quoi? Parce que là, s'ils viennent, il y a des agronomes parmi nous, il y a des gens qui ont excellé dans ces cadres ici, il y a les ingénieurs, comme je l'ai dit, les électriciens sont là. Donc dans ces cadres-là, on nous a demandé de faire cette classification-là. Je suis en train de travailler là-dessus avec mon bureau, afin de faire parvenir ça au niveau donc, de l'ambassade. Chers téléspectateurs, nous tendons vers la fin de cet entretien avec M. Lamine Keita, le président de l'Union des ressortissants de Guinée ici à Connecticut. Ça a été aux États-Unis d'Amérique. Est-ce que vous avez un message de paix, d'unité, de cohésion sociale aujourd'hui vis-à-vis des Guinéens qui sont au pays? Le message de paix que je lance à nos compatriotes guinéens, c'est de nous aimer entre nous. Puisque aujourd'hui, on n'a qu'une seule chose en commun, c'est la Guinée. Si la Guinée brûle, que Dieu nous en garde, on n'a nulle part où aller.
Aujourd'hui, nous, on peut dire, on est fiers de dire, mais on est à l'étranger, mais on n'est pas à l'aise quand on voit qu'il y a toujours des mouvements. On nous apprend toujours qu'il y a eu des morts. Un seul mort, M. Camara, est trop pour la Guinée. Quel que soit le temps, c'est un Guinéen qui va diriger la Guinée. Qu'il soit Malinké, Soussou, Peul ou Forestier, peu importe. Il faudrait que la personne ait un bon projet de société pour notre pays, qu'on le soutienne. Et puis d'ailleurs, ce n'est pas seulement dire que non, si ce n'est pas mon ethnie, je ne veux pas. Non, ce n'est pas ça. Prenons l'image des États-Unis. Aujourd'hui, il n'y a que deux grands partis. Il y a des petits partis, il y a beaucoup de partis politiques aux États-Unis. Mais ici, par exemple, tout ce qu'on voit, c'est les républicains et les démocrates. Vous comprenez? Mais c'est dans ce cas, par exemple, là, chacun s'endosse à un parti politique pour travailler. Donc aujourd'hui, tout cas pas chez nous. Aujourd'hui, on nous parle de 200, plus de 300 partis politiques en Guinée. Ça ne sert à rien. Un petit pays. Un petit pays de 13 millions d'habitants. Donc je pense que pour terminer, M. Camara, je vais vous dire une seule chose, c'est qu'aujourd'hui, il faudrait que nous, Guinéens, nous pensions en disant qu'il faudrait que nous nous pardonnions. On va se pardonner entre nous. Parce que si on ne le fait pas, je vous assure, les gens entendent la guerre, ils ne connaissent pas la guerre. Ceux qui ont fait la guerre peuvent le témoigner. Les Libériens, les Sierra Leonais, aujourd'hui là, ils sortent de loin. Mais les Guinéens, souvent, on aime parler des bruits, les gens aiment parler d'autres choses qui n'est pas normal. Tout ce que je peux demander aujourd'hui à nos compatriotes, s'il vous plaît, chers compatriotes, donnons-nous la main. Nous avons un bon pays. La Guinée, c'est une terre bénie. Merci M. Keita d'avoir répondu à nos questions. Merci M. Camara et merci d'être venu ici. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci. Ouais. Nous sommes ici à Connecticut, après le président Lamine Keita. Nous sommes aussi avec un couple de Guinéens qui vivent ici, le couple Toupou. Et on va commencer par monsieur, madame. Non, on va donner la priorité à madame. Comment ça se passe ici, la vie ici? Oui, la vie, ça va, ça va. On remercie le bon Dieu. On est là maintenant à Connecticut, ça fait à peu près 4 ans. On était au Texas avant. On a commencé par Texas et on a déménagé à New York, New York State, parce qu'il y a deux New York, New York City et New York State. So, on était à New York State pour 2 ans. Et puis maintenant, on est revenu encore à Connecticut. On était là avant. On est revenu encore à Connecticut. Et comment ça se passe la vie ici en communauté à Connecticut? Selon vous, voilà. On est solidaires, en fait. On est toujours ensemble. C'est ça qui nous a renvoyés ici encore. Donc, j'ai toujours demandé à mon mari qu'on se déplace encore de venir à Connecticut. Et même mon fils vient d'attester ça au restaurant. Il dit, c'est pour ça que je ne veux plus déménager, maman. J'aime Connecticut beaucoup. Donc, on est toujours ensemble. Les fêtes, on est toujours ensemble. Deuil, on est toujours ensemble. C'est la communauté, quoi. C'est la famille. D'accord. Regardez cette caméra et si vous avez un message à lancer en Guinée, aux Guinéens pour la paix et l'unité nationale, allez-y. On est toujours ensemble. Dini Moba, Mbekama, Anyanyombunya, Soso, Manika, différents instants, la Guinée dit, Anyambolo Dinyoma, Anye Ben Eko Bediala, Ben ici la Diala. Je suis là depuis 1999. Je suis marié avec 3 enfants, 2 garçons et une fille. Et je travaille, je suis un militaire. Je suis dans l'armée américaine il y a 11 ans, presque 12 ans. Et mon travail, c'est un logisticien. Donc, c'est ça que je fais, quoi. Parlez-nous un peu de votre vie. Comment vous faites qu'est-ce que vous faites dans l'armée? Pour le moment, comme depuis que je suis à Connecticut, je fais recrutement. Donc, je gère les gens à rentrer dans l'armée. Donc, j'ai fait ça pour 3 ans. Maintenant, les 3 ans là, c'était un programme de 3 ans. Ça, c'est terminé. Maintenant, je me retourne à mon travail de logistique. Et un logisticien, vraiment, c'est tout ce que l'armée a besoin et tout ce qu'il paie, c'est nous qui recevons. Quand on reçoit, on contrôle
la qualité, on contrôle tout avant de signer les papiers avec les vendeurs. Okay. Avec toute l'expérience que vous avez aujourd'hui, est-ce que si on vous tendait la main en Guinée pour venir peut-être servir dans l'armée guinéenne, qu'est-ce que ça vous dirait un jour? Si un jour la Guinée me demande de venir servir, ça sera un plaisir. Parce qu'avant tout, je suis né en Guinée, j'ai grandi là-bas, j'ai fait mes études là-bas et je suis toujours guinéen. Ici, nous sommes Guinéens américains. Donc, si la Guinée demande mon aide, ça me ferait plaisir de rendre service à la Guinée. Un message de paix, d'union à l'endroit de nos compatriotes. On doit avoir la paix et l'unité. Parce que moi, je suis militaire, je connais la guerre. Vraiment, nous ne voulons pas la guerre sur nous. Donc, soyons unis, avançons le pays et travaillons dur. Nous avons beaucoup d'opportunités en Guinée. Nous avons beaucoup de choses en Guinée. Vraiment, sans la paix, on n'ira nulle part. Au sein de la communauté, je suis le secrétaire général. En même temps, j'ai la casquette d'entrepreneur dans le domaine de l'agriculture, l'élevage et la pisciculture. Je travaille en Guinée sur 2 sites. À Mafereya, j'exploite 5 hectares. À Boki, 25 hectares. C'est ma maman, mes oncles m'ont octroyé de travailler là-dessus. J'ai fait le maïs, je fais l'arachide, le gombo. Voilà, la culture maraîchère. Il y a 6 personnes qui sont engagées à temps plein. Les autres maintenant, c'est quand il y a la campagne, ils viennent. D'accord. Et disons aujourd'hui, vous avez essayé cette expérience aujourd'hui en Guinée. Et quel conseil vous donnez aux autres qui sont là et qui n'ont pas fait autre chose, qui n'ont pas fait la même chose que vous? Exactement, mon frère, c'est une très bonne question. Voilà ce que j'ai fait. Par exemple, si c'est la campagne du maïs, je lance le message. Actuellement, il y a des Guinéens dans d'autres États qui investissent. Comment ils font? Comme vous le dites, beaucoup n'ont pas le courage d'investir. Qu'est-ce qu'ils font? Tu veux faire le maïs, moi je te fais le devis avec mon ingénieur. Tu veux faire 1 hectare, moi je passe la commande à mon ingénieur, il fait le devis, je vous présente. Par exemple, M. Kama, vous voulez faire le riz, vous voulez faire le maïs, vous me faites la commande, moi je fais et je vous dis voilà, voici après la campagne, voici ce que vous allez avoir. Et ce que les gens ne savent pas, c'est un message que je lance à la diaspora. Nous devons beaucoup investir dans l'agriculture. Vous savez, aujourd'hui, quand vous travaillez sur le maïs, quand tu fais 1 hectare, après toutes les dépenses, vous allez avoir 3 millions, 30 millions ou 20 millions comme bénéfice. Dans un délai de 4 mois. Et ça sur une superficie donnée, Oui, ça c'est pour 1 hectare. Quand tu fais le riz. Vous savez, aujourd'hui, ce que les gens ne savent pas, à Conakry, c'est Matoto qui ravitaille Conakry aujourd'hui. Quand vous faites par exemple le gombo ou bien l'aubergine, une fois sur le champ, vous appelez une femme. Il y a 6 femmes, vous dites seulement que j'ai fait le gombo ou bien j'ai fait l'aubergine. Il y a 6 femmes qui vont venir vous entourer. Comme quoi, il y a tellement de besoins. Ça veut dire que c'est des opportunités que les Guinéens d'ici peuvent saisir pour aider le pays. Exactement. C'est comme ça moi j'ai fait, parce que d'autres n'ont pas le courage de dire qu'ils vont me tromper au pays quand tu investis. C'est vrai, moi la première expérience c'était comme ça. Mais je ne peux pas dire ça c'est un échec. Ça a été pour moi une expérience. Deuxièmement, voilà, je sais que ça a été une réussite. Voilà, je prends l'argent des Guinéens qui se trouvent d'autres sont à Dallas, d'autres sont à New York. Ils me font confiance. Ils disent, camarade, je vais faire le maïs. Voilà, je vais faire 1 hectare. Je fais la commande à partir de mon ingénieur. Voilà, il fait tous les travaux. Après la récolte de 4 mois, 4 mois, vous avez 30 millions. Ce n'est pas facile d'avoir ça dans un business. Au sein de la communauté guinéenne ici à Connecticut, nous essayons tant bien que mal de réunir tout le monde autour d'un idéal pour que vraiment nous voyons le plus important que notre pays, la Guinée, dans sa diversité. Il n'y a pas ces guerres d'ethnie ou de religion. Non. À Connecticut, la communauté guinéenne, pour vous dire, ne connaît pas du tout ces problèmes-là. Si et seulement si on aime notre Guinée, il faudrait que vraiment que les gens se retrouvent autour d'une table pour discuter les divergences, arrêter vraiment de manifester. Chers téléspectateurs, nous sommes au terme de ce numéro que nous avons tourné ici à Connecticut, l'État de Connecticut aux États-Unis d'Amérique. Nous sommes venus ici à la rencontre de certains Guinéens, surtout de l'Union des Guinéens de Connecticut. Ici, nous ont parlé de leur vécu, de qu'est-ce qu'ils font et quelles sont leurs relations avec la Guinée. Ça a été
tout un plaisir pour nous et à bientôt dans un autre numéro.